Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre à la question pourquoi et comment rendre un objet technique automatisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces systèmes automatisés, qui sont parfois très simples ou parfois très complexes, sont partout dans notre vie quotidienne. À l'origine, les objets automatisés ou les automates étaient créés dans le but de réaliser à la place de l'homme des travaux qui peuvent être pénibles et répétitifs, voire même dangereux. C'est pour ça qu'en premier lieu, on va retrouver ces systèmes automatisés dans les entreprises, dans les usines, dans des chaînes de montage automobiles par exemple, mais également dans la rue pour l'éclairage de nos rues ou les feux de carrefour, mais de plus en plus aujourd'hui dans nos maisons. On parle maintenant du coup du domaine de la domotique. Alors, ce qu'il faut savoir, Alors, la domotique vise à assurer globalement quatre fonctions. L'une des fonctions est l'amélioration de la sécurité. On va pouvoir retrouver dans certains bâtiments des systèmes d'alarme anti-intrusion ou par exemple un système de digicode ou de badgeuse à l'entrée de certains bâtiments. Un autre objectif de la domotique est d'améliorer le confort. Là ici on a de nombreux exemples, comme par exemple une lumière qui vient s'allumer automatiquement à la détection de quelqu'un devant une porte. Ça peut être également un arrosage automatisé de notre jardin, ou tout simplement notre robot aspirateur qui va faire le ménage lorsque l'on est absent de notre domicile. Un troisième objectif de la domotique est de pouvoir réaliser des économies. Principalement des économies d'énergie et des économies donc financières grâce à la gestion intelligente du chauffage dans notre logement. Enfin, dernier objectif de la domotique est l'amélioration de la communication. Alors, à l'intérieur de notre maison va se retrouver un certain nombre d'objets qui vont être dits connectés et qui vont pouvoir en fait être commandés à distance via une tablette ou via un smartphone, qui pourront être commandés à distance, soit de la maison, soit de l'extérieur de la maison. Voilà, on pourra ouvrir nos volets à distance, lancer notre robot aspirateur, lancer un cycle de lavage de lave-vaisselle ou de lave-linge lorsqu'on est au travail, et puis lorsqu'on rentre à la maison, les différentes tâches sont effectuées. Alors, voyons voir maintenant comment rendre un objet technique automatisé. Alors, il y a quelques semaines, nous avons étudié des objets qui disposaient de ce qu'on appelle une chaîne d'énergie. Une chaîne d'énergie, on a vu, elle est composée de 4 à 5 blocs fonctionnels. Nous avons le bloc fonctionnel alimenté ou stocké, qui peuvent être parfois absents de certains objets techniques, soit l'un soit l'autre. Le bloc technique distribué, convertir et enfin transmettre. Chaque bloc fonctionnel va être associé à des éléments du système qui va permettre de réaliser ces fonctions. Pour alimenter et stocker, je peux donner comme exemple, donc pour alimenter par exemple une prise électrique qui vient se brancher sur le réseau EDF, ça peut être une source d'alimentation extérieure comme un panneau solaire par exemple ou une éolienne. Et pour la fonction technique stockée, si c'est de l'énergie électrique, ça peut être une batterie ou des piles par exemple, ou un réservoir de carburant. Pour la fonction distribuée, ça va être des éléments tels que des relais électriques ou des électrovannes. Ils vont jouer le rôle comme un robinet qui va pouvoir être soit ouvert totalement, soit fermé totalement, soit ouvert, on va dire, de manière régulée. Les éléments qui vont permettre de convertir donc une énergie en une autre énergie, on en a vu plusieurs exemples, on a vu des moteurs, des lampes, des résistances chauffantes, etc. Et enfin, pour transmettre donc cette énergie en dehors du système, donc selon l'énergie de sortie de l'actionneur qui est présent dans l'objet, vous allez avoir des éléments techniques différentes. Donc si c'est un mouvement, ça peut être des pièces mécaniques, des engrenages, des cardans, des crémaillères, etc. Si c'est de l'air à expulser d'un objet, ça peut être un ventilateur. Si c'est une lumière, ça peut être un réflecteur, etc. Alors, pour rendre notre objet automatisé, on va lui rajouter des éléments qu'on appelle la chaîne d'information.
Dans la chaîne d'information, on a également des blocs fonctionnels qu'il va falloir connaître par cœur. Ici, on en a 3. Voyons ensemble le premier. Il s'appelle acquérir. Alors, acquérir, ça signifie qu'il va falloir aller récupérer une information qui est en dehors du système par l'intermédiaire de capteurs ou de détecteurs. Alors, quelques exemples de capteurs ou de détecteurs, des boutons, des détecteurs de présence, des sondes de température, des capteurs de luminosité, etc., etc. Il y en a de toutes sortes. Ces informations qu'on va récupérer, on va les envoyer à une carte électronique qui va traiter l'information. Cette carte électronique, elle contient un programme. Elle sait ce qu'il faut faire lorsqu'elle reçoit telle ou telle information. Cette carte électronique, c'est elle qui va agir. Elle va, dans un premier temps, communiquer avec l'extérieur du système, avec l'utilisateur, donc via des actionneurs tels des DEL, des afficheurs, des buzzers. Mais ça arrive que parfois il n'y ait pas de communication vers l'utilisateur. Donc c'est parfois cette fonctionnalité est absente. Mais dans tous les cas, lorsqu'on a un système automatisé, la carte électronique, elle va communiquer avec la chaîne d'énergie. Alors elle va envoyer ce qu'on appelle des ordres à la chaîne d'énergie vers l'élément qui va avoir la fonction de distribuer l'énergie. Donc je vous ai dit tout à l'heure, cet élément qui est un petit peu comme un robinet, donc finalement c'est la carte électronique qui va agir sur ce robinet. Il va soit l'ouvrir, soit le fermer, soit l'ouvrir un petit peu ou beaucoup. Alors la communication va se faire par des câbles électriques, mais ça peut être aussi des signaux sans fil, via des signaux Wi-Fi ou Bluetooth par exemple. Alors pour résumer, la représentation du fonctionnement d'un système automatisé va se faire de façon graphique par la représentation graphique de la chaîne d'énergie et de la chaîne d'information. Donc on va retrouver des blocs fonctionnels, on va en retrouver 3 dans la chaîne d'information, acquérir, traiter, communiquer, et on va en retrouver 4 ou 5 dans la chaîne d'énergie, alimenter ou stocker, distribuer, convertir et transmettre. Nous allons maintenant voir un exemple concret où on va retrouver une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. Alors voyons ensemble maintenant un exemple que j'ai choisi pour illustrer la notion de chaîne d'information et de chaîne d'énergie. Donc c'est un arrêt de bus qui va être équipé d'un éclairage automatisé. Donc il va s'allumer si vous avez la présence de quelqu'un sous l'arrêt de bus pendant la nuit. Alors, dans la chaîne d'information, on va retrouver les 3 blocs fonctionnels acquérir, traiter, communiquer. Le premier étant acquérir, donc on va récupérer une information de l'extérieur du système. Donc les 2 informations qu'on va récupérer, ça va être soit la nuit, soit le jour, donc une information de luminosité. Cette détection va être faite par un capteur de luminosité. Et vous allez avoir l'information de est-ce qu'on a une personne présente sous l'arrêt de bus ou pas. Donc ça c'est un capteur de présence qui va pouvoir réaliser cette détection. L'information qu'on a récupérée, ces 2 informations-là, on va les envoyer donc à une carte électronique qu'on appelle ici un microcontrôleur et qui va permettre donc de traiter l'information. Elle va du coup traiter cette information-là grâce au programme qui est à l'intérieur de la carte électronique. Et donc le programme va pouvoir décider si oui ou non elle active l'éclairage. La troisième fonction de la chaîne d'énergie, c'est de communiquer. Alors on a vu qu'on pouvait communiquer vers la chaîne d'énergie, ça va être notre cas ici, mais aussi vers l'extérieur du système. Ici, notre éclairage automatique n'a pas vocation à prévenir l'utilisateur qu'on a bien détecté sa présence ou pas. Donc on n'a pas d'élément qui vient prévenir que l'on a détecté une personne et qu'il fait nuit. Par contre, on va envoyer des ordres par l'intermédiaire d'un câble et du microcontrôleur vers la fonction distribuée de la chaîne d'énergie. On voit ici que le système est équipé d'un panneau solaire et d'une batterie pour récupérer de l'énergie en journée et puis la restituer la nuit par l'intermédiaire de la batterie. Donc lorsque le microcontrôleur décide d'activer l'éclairage, elle va donc envoyer de l'énergie électrique à la lampe qui va convertir cette énergie électrique en énergie lumineuse.
et vous avez un support de lampe qui va transmettre cette lumière donc sous l'arrêt de bus. Et donc on a l'action attendue qui est donc un éclairage si on a une présence dans la nuit. Donc voilà notre exemple. Alors, à l'intérieur du microcontrôleur, on a vu qu'il y avait un programme qui devait gérer ce qui se passe dans diverses situations. Nous avons vu par le passé qu'il existait une façon de programmer, une façon graphique de programmer qui était la programmation par bloc, par Scratch, par Blockly, etc. Nous allons voir maintenant une nouvelle façon de représenter graphiquement le fonctionnement d'un système. Donc c'est un fonctionnement par logigramme, organigramme. Alors je vais maintenant vous présenter la façon de représenter graphiquement le programme de fonctionnement donc, de l'exemple de l'arrêt de bus, de l'éclairage de l'arrêt de bus, sous la forme donc d'un algorigramme, hein, qui est appelé aussi logigramme ou organigramme. Alors, les algorigrammes commencent toujours par une case losange avec marqué début, qui correspond à la mise sous tension de l'appareil. Alors, on va tout de suite se poser une question, hein, ça correspond en fait au capteur de luminosité. Donc, fait-il nuit? À cette question, on a deux réponses possibles, soit oui, soit non. Si il ne fait pas nuit, s'il fait jour, à ce moment-là, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on va suivre le chemin de la flèche vers le non, et on va faire une boucle qui va revenir en haut de notre schéma. Donc on est sous une forme d'attente. Par contre, si jamais il fait nuit, donc on va sortir vers du oui. On va se reposer une autre question, donc cette fois-ci en relation avec l'autre capteur, hein, qui va détecter si on a une présence ou non sous l'arrêt de bus. Et là encore, on va avoir deux réponses possibles. Donc on a un choix où il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence. Et s'il n'y a pas de présence, eh ben, vous pouvez voir donc la flèche du non sort du bas de la case losange et rejoint la boucle qui remonte au début du graphique. Bien évidemment, on va avoir la situation où il va y avoir une présence. Et donc là, on va devoir activer l'éclairage. On va par exemple attendre une vingtaine de secondes, voilà, par exemple, et puis au bout de 20 secondes, on désactive l'éclairage. Bien évidemment, il faut que mon programme aille quelque part, donc à l'issue de cette désactivation de l'éclairage, donc il va falloir avec les flèches revenir vers la boucle qui repart au début. Voilà ce petit programme qui correspond à l'exemple donc de l'éclairage de notre arrêt de bus. Alors ici dans cette forme de représentation graphique, on a deux cases importantes qu'il faut maîtriser. Donc on a la case losange, hein, qui est donc une case de test, hein, qui est sous forme de question. Donc il faut surtout ne pas oublier de mettre le point d'interrogation à l'intérieur de ces cases-là. Et de plus, donc c'est des cases où donc on rentre par le dessus et on doit sortir donc soit par le côté ou par le dessous avec deux choix possibles, deux réponses possibles, soit oui, soit non. Le deuxième type de case que l'on va retrouver dans cette représentation, c'est les rectangles qui correspondent à des cases actions. Donc on va avoir des cases où on va avoir comme un ordre, si vous voulez, une action. Donc on va avoir un verbe d'action à l'infinitif au départ de la case, activer, désactiver, attendre. Donc il se passe quelque chose. Voilà. Donc ces cases, c'est des cases du coup rectangles. Alors, ce programme-là fonctionne. Néanmoins, si on réfléchit bien à ce qui peut se passer lorsqu'on regarde ce schéma, on peut imaginer que lorsqu'on va, au bout des 20 secondes, désactiver l'éclairage, donc alors ça va très vite, hein, on va sortir du bloc désactiver l'éclairage, on va remonter rapidement tout en haut, et on va se poser aussi très rapidement la question, fait-il nuit? Est-ce qu'il y a une présence? Donc à la vitesse de l'électricité, normalement, on devrait, le temps de donner l'ordre de désactiver l'éclairage, il va normalement se réactiver instantanément s'il y a toujours une présence et s'il fait toujours nuit, bien évidemment. Si on veut éviter qu'il y ait éventuellement une petite micro-coupure, voilà, on peut transformer
algorithme de la façon suivante. Alors, pour qu'il n'y ait pas de coupure, on va pouvoir déplacer le bloc désactiver l'éclairage à cet endroit-là du schéma. Donc, reprenons ensemble le fonctionnement. Donc, il fait nuit, oui. Il y a une présence détectée, oui. On active l'éclairage, on attend 20 secondes. Ensuite, on peut voir que la flèche descend, tourne et remonte tout en haut. À quel moment, du coup, on va désactiver l'éclairage? Et bien, on va la désactiver dans deux cas. Dans le cas où est-ce qu'il fait nuit? Non, donc il fait jour, donc on va désactiver l'éclairage de toute façon. Donc l'éclairage est désactivé lorsqu'il fait jour. Et est-ce qu'il y a une présence? Non. Donc quand il n'y a pas de présence de quelqu'un sous l'arrêt de bus, de toute façon, on désactive l'éclairage. Et dans les autres cas, lorsqu'il fait nuit et qu'il y a une présence détectée, on active l'éclairage pendant 20 secondes. Voilà. Voilà pour l'exemple donc de notre fonctionnement donc sous forme d'algorithme, logigramme ou organigramme. Dernière chose avant de se quitter, les logigrammes, les organigrammes ont des règles de représentation très strictes qu'il faut respecter. Les voici. Alors, première règle, on ne peut pas faire arriver des flèches sur le côté et sortir sur le côté pour les cases actions, pour les cases rectangulaires. Ça fonctionne pour les cases losanges, mais pas pour les cases actions. Pour les cases actions, on arrive par le dessus de la case et on repart par le dessous de la case. Deuxième règle, les flèches doivent retourner à une autre flèche. Donc, vous pourrez regarder de nouveau sur le schéma que j'ai utilisé il y a quelques instants. Une flèche rejoint une autre flèche. Ici, si vous avez votre flèche qui rejoint la case début, malheureusement, ce n'est pas correct. Il faudrait la faire redescendre juste en dessous sur la flèche. Troisième règle, il faut utiliser des traits qui soient horizontaux ou verticaux uniquement. On évite d'avoir des traits en diagonale qui partent dans tous les sens. C'est pour simplement une question de lisibilité. Deuxième page. La quatrième règle à respecter, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre les flèches. C'est-à-dire que si jamais vous mettez simplement que des traits entre les cases, ça ne fonctionne pas. Les flèches indiquent dans quel sens le déroulement du programme s'effectue. Et en plus, les flèches vont servir un peu de sens interdit, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une flèche, on est dans un sens unique. On ne peut pas aller dans les deux sens au niveau du schéma. Voilà. On est sur la cinquième règle. Il ne faut pas oublier de mettre à la sortie des cases losanges les oui et les non. Alors si vous mettez que un oui mais pas de non, c'est pas bon. Si vous mettez un non mais pas de oui, c'est pas bon. Vous mettez deux oui, bien évidemment, ce n'est pas bon. Vous mettez deux non, ce n'est pas bon. Il faut mettre un oui et un non simplement. Et enfin, dernière règle, attention, il est impossible de ne pas finir son programme. Donc soit on utilise une case ovale de type fin, un peu comme celle du début, ou alors on a une boucle, comme dans notre exemple, qui revient au début du système. Voilà pour cette explication et ces règles de représentation des logigrammes. Ainsi se termine donc cette présentation sur les systèmes automatisés. Pour résumer, donc les informations importantes à retenir donc, pour cette leçon sont le rôle des trois fonctions techniques de la chaîne d'information, qui sont acquérir, traiter et communiquer. Je vais vous demander aussi de bien comprendre le fonctionnement donc, de cette représentation graphique d'un programme donc, sous forme d'algorithme, de logigramme ou d'organigramme, ça porte les trois noms, ainsi que les règles de représentation que nous venons de voir et qui sont à respecter. Dans les prochaines séances, je vous donnerai des exercices d'application où il faudra que vous retrouviez donc, les éléments qui permettent donc, d'acquérir, de traiter l'information, de communiquer, etc. Donc on verra des chaînes d'information, des chaînes d'énergie. Donc il faudra s'exercer sur d'autres exemples. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.